Bonjour à tous. Merci pour votre ponctualité. Je suis Emmanuelle Bonal, la directrice commerciale d'Inbonis Rating. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour un début de pause déjeuner qui, je l'espère, sera riche en informations pour vous. À titre informatif, cette présentation va être enregistrée. Je tenais tout d'abord en préambule à remercier Stéphane Roussier, fondateur et dirigeant du cabinet RCR Conseil et coordinateur national du collectif RTF, et Florence Vasilescu, CEO et fondatrice de Firm Funding, qui ont gentiment accepté d'apporter leur expertise à mes côtés pour vous parler aujourd'hui du financement du robot. En effet, ça n'aura échappé à personne, la crise que l'on vient de traverser, en tout cas dont on commence à voir le bout, a mis à mal notre système économique et a profondément altéré la situation de certaines entreprises. Certes, de façon inégalitaire, mais je pense ne pas trop m'avancer en disant que pas grand monde peut dire qu'il est sorti indemne et qu'il n'a eu aucun impact sur son activité liée à la crise Covid. Aussi, il nous a semblé important aujourd'hui de vous parler d'opérationnel et de vous donner les clés et les outils concrets pour sortir plus sereinement de cette crise, pour rebondir et pour regagner le chemin de la croissance. Je vais donc donner la parole à mes camarades pour qu'ils se présentent et présentent leurs entités à leur tour, et je reviendrai ensuite sur ce qu'est Inbonis Rating. Avant toute chose, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de présentation. Nous vous communiquerons également par mail les coordonnées de chacun d'entre nous si toutefois vous souhaitiez avoir plus d'informations à l'issue de cette présentation. Stéphane, peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce qu'est le collectif RTF ? D'abord, bonjour à tous et effectivement, merci de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère, comme le disait Emmanuel, que ce quart d'heure passé ensemble sera riche en informations pour vous. Collectif RTF. RTF, c'est l'acronyme superbe acronyme français d'ailleurs, francophone, de Restructuring Task Force, voilà, qui exprime clairement sa vocation, d'accompagner les entreprises françaises, PME et ETI, qui se trouvent en situation de difficulté. Alors, le Restructuring Task Force RTF est né il y a à peu près 2 ans, au tout début de la crise, d'un cercle de consultants indépendants spécialisés sur les opérations spéciales, les opérations de redressement, et qui se disaient autour de moi, avec moi, dont je faisais partie, et on s'est dit, on ne peut pas rester les bras ballants parce que c'est clair que la crise va avoir des conséquences, la crise sanitaire va avoir des conséquences économiques. Les grandes entreprises cotées au CAC 40 ou au SBF 120 ont largement les moyens de s'organiser et de trouver des solutions. Elles sont en contact direct avec le CIRI et tout un tas de supports et de secours. Donc, pas de problème pour elles. En revanche, les PME, et en région notamment, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à trouver du support opérationnel. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de dire aux gens comment il faudrait faire, ce n'est pas de dire aux patrons d'entreprise comment il faudrait faire, c'est de les accompagner pour le faire avec eux. Si c'était si simple, ils ne seraient pas en situation de difficulté. Donc le collectif RTF est né dans cette dynamique-là, réunit aujourd'hui une petite centaine d'intervenants, je vais en parler dans un instant, un peu partout en France, parce que la proximité dans le processus de retournement, on l'évoquera tout à l'heure, la proximité est un facteur déterminant, parce qu'il y a des spécificités régionales, culturelles, parce que les patrons d'entreprise ont besoin de nous avoir en face d'eux physiquement. La visio, ça a des limites. Et donc, le collectif réunit des experts dans 6 domaines de compétences, des avocats spécialisés du droit des procédures, les hommes du chiffre, qui peuvent être des cabinets aussi, et aussi des DAF indépendants, mais qui ont une véritable expertise dans l'audit, des managers opérationnels, j'en fais partie, des spécialistes des ressources humaines en situation de crise, parce que en situation de crise, il va falloir négocier au niveau des RH, trouver des compromis, et avant de se lancer dans un PSE, il y a un millier de solutions, mais c'est assez technique. Voilà, des spécialistes de la communication de crise et des spécialistes de l'industrie 4.0, parce qu'il va aussi falloir se pencher sur l'outil industriel lui-même et essayer de trouver
comment on peut réaménager l'outil industriel, soit pour développer des activités nouvelles, je fabriquais des clous, est-ce que je peux fabriquer des vis, par exemple, soit pour essayer de gagner des points de productivité au niveau de l'outil lui-même. Voilà. La méthodologie de travail du collectif RTF, tous ces intervenants interviennent dans le cadre de modules. Il existe deux types de modules, des modules de diagnostic et des modules d'accompagnement opérationnel. Le module de diagnostic, ça consiste en une journée, en 2 journées, c'est très court, à faire l'analyse de la problématique. C'est exactement comme si vous alliez chez le médecin, hein, vous lui racontez vos bobos, il vous ausculte, il fait un diagnostic. Après, vous achetez les médicaments ou vous n'achetez pas les médicaments, c'est un autre problème. Mais un module de diagnostic, c'est ça, dans les 6 domaines de compétences que j'évoquais. Et puis les modules opérationnels, là, ça consiste à accompagner les dirigeants véritablement, d'être à leur côté dans l'entreprise pour faire le job et faire en sorte qu'ils s'en sortent. Voilà. Tous les intervenants, avocats, hommes du droit, managers opérationnels, RH, etc., signent une charte déontologique par laquelle ils s'interdisent tout clientélisme. Le but du jeu, ce n'est pas d'aller vendre du service à tout prix à des entreprises qui connaissaient déjà des difficultés. Donc, pas de clientélisme d'une part, et qui s'engagent aussi à caper, à encadrer leurs honoraires de façon à être à la portée financièrement de PME qui se trouvent en situation de difficulté. Tout ça ayant pour objet de concourir au rebond des entreprises. Voilà ce que c'est que le collectif RTF. Merci Stéphane. Florence, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi et sur Firmfunding? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Firmfunding est né il y a un peu plus de 5 ans du constat que les PME accédaient assez peu à une source de financement pourtant très utilisée par les grands groupes et les ETI, qui est la dette privée. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les PME dépendaient beaucoup du financement bancaire, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui ne peut pas tout faire, et se privaient d'une source de financement complémentaire qui est la dette privée. Donc, Firmfunding est né de ce constat-là, et est né aussi du constat qu'il y avait une problématique de rencontre entre l'offre et la demande, puisque des PME qui cherchaient des financements pour se développer, il y en avait pas mal. Des financeurs prêts à les financer, il y en avait aussi beaucoup, mais c'était 2 mondes qui avaient du mal à se rencontrer. Donc, Firmfunding est vraiment né de ce constat. Donc, concrètement, ça a pris la forme d'une plateforme digitale, hein, pour faciliter les mises en relation entre les uns et les autres. Et c'est une plateforme qui a un positionnement un peu particulier parce qu'elle est réservée aux professionnels. Donc, côté investisseurs, nous avons uniquement des investisseurs dits qualifiés, donc des sociétés de gestion essentiellement, mais également des family office qui cherchent à investir dans l'économie réelle. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 250 comptes investisseurs basés en France, mais aussi dans les pays limitrophes. Et côté sociétés qui cherchent des financements, donc ce sont des financements entre 1 et 20 millions d'euros, donc en sachant qu'on est sur une taille moyenne des opérations autour de 5 millions d'euros. Et ces sociétés viennent à travers leurs conseils, puisque moi, pour le coup, c'est une de mes convictions très fortes. On ne peut être bien financé dans son développement que si on a fait le bon diagnostic et donc si on est bien accompagné. Et donc, ce sont les conseils des PME qui utilisent la plateforme et qui viennent déposer en ligne le besoin de financement. Les investisseurs sont notifiés, ils se connectent à la plateforme et s'ils sont intéressés, ils entrent en contact avec le représentant de la société. Donc, en fait, ça fluidifie vraiment les échanges et ça permet d'accélérer la rencontre entre l'offre et la demande. On a dépassé là au mois de juin les 500 millions d'euros de financement mis en ligne. Donc, on est très content parce qu'effectivement, ça prouve qu'il y a un besoin, il y a une utilité de ce financement. Donc, la plateforme aujourd'hui fait vraiment tout ce qu'on appelle le financement haut de bilan, donc la dette obligataire, donc dette privée qui était l'origine du projet, mais on a élargi la gamme pour aller jusqu'à l'action, donc jusqu'au private equity, puisqu'on s'est aperçu que bien souvent, il y avait une problématique de fonds propres aussi qu'il fallait pouvoir adresser en même temps que la problématique de besoin en dette privée. Voilà pour faire vite. Merci Florence. Donc, vous l'aurez compris, ce qui nous anime tous les 3 aujourd'hui, c'est l'accompagnement des PME et des ETI, puisque, en 2 mots, InBonus Rating, c'est la première agence de notation spécialisée pour les entreprises de taille intermédiaire et pour les entreprises de taille moyenne, qui a été conçue dans le même souci que le réseau RTF, d'égalité
d'accès à la notation, puisque les grandes entreprises ont Standard & Poor's, Moody's, qui leur permet de démontrer leur qualité de crédit au regard des investisseurs. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la notation, une agence de notation pour PME, du coup, n'existait pas. Donc, nous avons réellement conçu un modèle de notation des entreprises pour leur permettre en fait d'accéder à toutes les sources de financement alternatives, toutes les sources de financement qui permettent de financer des projets qui ne sont pas bankable et du coup de leur apporter un éclairage sur leur qualité de crédit en étudiant les fondamentaux de l'entreprise qui permettent de démontrer la résilience d'un business model et d'un modèle économique au regard d'un secteur d'activité qui a pu connaître notamment des difficultés. Et le rapport de notation permet effectivement de tirer l'épingle du jeu. Je vais donc laisser la parole à Stéphane pour qu'il nous remette le contexte du redressement et du rebond dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Voilà. Merci Emmanuel. Oui, en effet, pour bien comprendre les interventions et le rôle de chacun d'entre nous, je pense qu'il faut effectivement redéfinir un tout petit peu ce que c'est qu'une situation de redressement et qui conduira au rebond. C'est quoi une société qui est en difficulté? Qu'est-ce qui caractériserait finalement une société qui serait en situation de redressement? C'est essentiellement le fait qu'elle ait consommé ses marges de manœuvre avec les tierces parties. Voilà, ça peut se résumer à ça. C'est-à-dire que les clients en ont marre d'être mal livrés, les fournisseurs en ont marre d'être mal payés, les employés en ont marre de ne pas savoir très bien où on va et s'il y a un vrai futur. Les banquiers ont des lignes de crédit qui sont à bloc. Voilà, les marges de manœuvre avec l'ensemble des tierces parties. Généralement, il y a de la TVA ou de l'URSSAF impayée. On a tiré sur tout ce qu'on pouvait tirer et on a consommé des marges de manœuvre. Au-delà des marges de manœuvre techniques, celles que je viens d'évoquer, il y a aussi la crédibilité. L'entreprise n'a pas tenu ses engagements, son rythme de croissance s'est détérioré, etc., etc. Donc, il y a un facteur de crédibilité parce que pendant des années, les dirigeants, et c'est normal, ont raconté une histoire, ont vendu une perspective et que cette perspective, malheureusement, elle ne s'est pas avérée. Ça peut être pour des raisons conjoncturelles, ce qui est le cas avec la crise Covid, les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ça peut être aussi des raisons qui sont inhérentes à l'entreprise elle-même. Bref, le contexte, c'est ça. C'est une entreprise qui a consommé ses marges de manœuvre. Et finalement, quel est le job? À quoi ça, quel est l'objectif que l'on va avoir, nous, collectif RTF, mais tous les acteurs du redressement d'ailleurs, et de l'accompagnement opérationnel, ça va être, in fine, de recréer ces marges de manœuvre en renégociant l'ensemble des dispositions. D'abord, en apportant de la crédibilité au process, je vais y revenir, et après ça, en renégociant les termes et conditions avec l'ensemble des tierces parties. Ça veut dire renégocier avec les clients principaux pour pouvoir avoir, par exemple, du DAI, des effets de commerce à la place d'être payés à 90 jours pour pouvoir mobiliser de la créance client. Ça peut être négocier avec les fournisseurs pour payer à 120 jours contre la remise d'un effet de commerce immédiat plutôt que de payer par virement à 60 jours. J'aurais toujours gagné 60 jours de trésorerie fournisseur sans pour autant les maltraiter, puisque j'aurais remis un effet de commerce. C'est renégocier des concours bancaires avec mon banquier, c'est négocier un moratoire avec la CCSF, la commission des chefs de service en région, etc., etc. C'est renégocier tout ça. Mais le postulat de départ, c'est que pour pouvoir renégocier, il faut un facteur de crédibilité, il faut de la crédibilité. Et cette crédibilité, elle se fabrique avec deux axes principaux qui sont d'une part un plan, je vais y revenir, et d'autre part une équipe, une offre qui soit elle-même crédible. Le plan, c'est une fois qu'on a on a dépassé l'étape du non-dit ou de l'occultation de la réalité, parce que c'est à peu près ce qu'on trouve systématiquement quand on aborde une entreprise, c'est le fait qu'elle n'ait pas nécessairement une conscience pointue, réelle, objectivée de sa situation. Une fois qu'on a dépassé ce cap, on le dépasse, aucun problème. Une fois, c'est une question de relation avec le dirigeant, mais une fois qu'on a dépassé ce seuil, derrière ça, il faut effectivement construire un plan qui soit crédible, qui ne soit pas vendre un avenir déraisonnable, mais qui sache
mettre en partition, mettre en équation l'ensemble des actions que je viens d'évoquer qui constitueront pas à pas le processus de redressement de l'entreprise. Voilà, en essayant de préserver l'emploi, en essayant de négocier avec les fournisseurs, mais en ayant trouvé les marges de manœuvre, etc. Et en fait, le plan de redressement va être la somme, et le résultat du plan de redressement va être la somme de ces petits aménagements, de ces gains, à la fois de productivité en interne, mais aussi de marge de manœuvre qu'on aura négocié avec les tierces parties. Voilà, et c'est comme ça qu'on va construire un plan de redressement crédible, objectivé, parce qu'on apportera, au moment de sortir pour aller discuter avec les tierces parties, on apportera les preuves du chemin parcouru. Et parmi les preuves du chemin parcouru, il y aura notamment, et tu en parleras Emmanuel tout à l'heure, éventuellement l'évaluation de l'entreprise, une notation de crédit qui permettra de dire, ben voilà, on était là, maintenant on est là, on a parcouru ce chemin d'amélioration, on redevient crédible. Et la notation de crédit est, je pense, et je crois, moi je l'utilise comme ça en tous les cas, un outil de la crédibilité vis-à-vis de l'ensemble des tierces parties de l'entreprise. Voilà. Et puis à la sortie de ce processus d'amélioration qu'on appelle redressement, mais qui n'est qu'un processus d'amélioration très technique, se posera la question de savoir comment je finance mon rebond. Et là, je peux être confronté à deux questions dont je pense que Florence parlera tout à l'heure, qui sont d'une part le financement du PFR, le financement de l'exploitation, parce que évidemment, si je suis en situation difficile, je vais passer par un trou de trésorerie qui peut être, alors là, circonstanciellement, il a pu être comblé ce trou de trésorerie par les PGE et autres dispositions de soutien de l'économie. Dans une vie normale, j'ai malheureusement pas le PGE à disposition en permanence. Donc, il y a un problème éventuellement de refinancement de l'exploitation, du BFR, à court terme. Je peux prendre un exemple pour illustrer après. Et puis, il y a un deuxième souci qui peut se présenter et sur lequel Florence aura sans doute des éléments de réponse, c'est le financement du rebond lui-même. Il va falloir réinvestir, ça peut vouloir dire réinvestir dans l'outil de production s'il s'agit d'industrie, réinvestir dans le stock s'il s'agit de retail, réinvestir dans différents domaines en fonction de la nature de l'activité. Quand je parlais de financement du BFR tout à l'heure, je prendrais un cas qui explique la chose. Prenons une entreprise industrielle qui aurait connu des difficultés pendant la crise Covid parce que ses clients, eux-mêmes industriels, auraient fermé les usines, on était en chômage partiel, etc. Les usines étaient fermées sur le second semestre 2019, une partie de l'année 2020. Évidemment, elle aura, pendant la période 2019-2020, elle aura continué à livrer les commandes d'avant, mais elle n'aura pas pris de commandes pendant la période de fermeture. Et donc, évidemment, en 2021, voire 2022, elle va se retrouver avec un trou, puisqu'elle aura continué à financer sa structure, ses petites structures avec son cash et éventuellement le PGE qu'elle aura collecté. Mais en 2021, fin 2021 et début 2022, n'ayant pas pris de commande en 2020, elle se retrouve évidemment en situation critique au niveau du cash. Donc c'est ça ce qu'on peut voir dans le financement de PFR. Voilà, donc il faut recadrer le processus de retournement et de rebond, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et c'est dans cette perspective-là que s'inscrivent à la fois Emmanuel et en même temps Florence. Donc, Stéphane, justement, peux-tu nous parler d'un exemple concret d'accompagnement qui aurait bénéficié une entreprise auquel tu t'adresses? Oui, bien sûr, c'est un peu le cas que j'évoquais tout à l'heure, on peut simplement spécifier. Donc, là, on accompagne en ce moment une très belle entreprise industrielle en région, dont la clientèle est essentiellement les constructeurs automobiles et l'aéronautique. Donc, évidemment, automobile et aéronautique, pas la peine de faire un dessin, tout le monde voit de quoi je parle. Les usines ont été fermées à partir de la fin du du semestre 2019. Et donc, la société qu'on accompagne, elle a continué en 2019 et en 2020 à livrer les commandes. Elle fabrique des automates. Elle a continué à livrer ce qu'on lui avait commandé en début 2019, fin 2018, puisque le cycle industriel, c'est à peu près 10 mois. Donc, en fin 2019, elle livrait les commandes de 2018 et début 2020, elle livrait les commandes de début 2019. Voilà, mais le flux de commandes s'est tari du fait de la fermeture.
ou a été reporté, puisque certains des clients ont différé évidemment leurs investissements. Ils n'allaient pas mettre de nouvelles lignes de production en route alors même que les usines étaient fermées, ça se comprend aisément. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette entreprise se retrouve avec des difficultés d'organisation et des difficultés de financement en 2020, fin 2021 en ce moment et dans son budget 2022. Alors, quel est le rôle d'RTF là-dedans? Ça a déjà été de mesurer quelle était l'impasse. On est dans une impasse de trésorerie, de conduire les mesures opérationnelles dans l'entreprise pour réaligner les ressources de l'entreprise au regard de son carnet de commandes, voilà, tout en préservant la capacité de l'entreprise à rebondir, parce qu'on est en train de reconstituer le carnet de commandes. Évidemment, en ce moment, l'activité a redémarré, plutôt pas mal d'ailleurs, donc on est en train de reconstituer le carnet de commandes. Il ne s'agit pas de mettre l'entreprise à poil, excusez-moi du terme. Maintenant, il va falloir effectivement déployer des ressources dès le début de 2022. Donc, il a fallu réorganiser opérationnellement cette entreprise et surtout, il a fallu renégocier l'ensemble des dettes de l'entreprise avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise pour réaménager, pour obtenir les marges de manœuvre financières qui permettent de traverser la mauvaise période. Et puis, maintenant que ça c'est fait, maintenant que la situation est techniquement assainie, alors on va effectivement maintenant rentrer dans la phase où on va rechercher des financements parce que le dossier est crédible aujourd'hui, parce que les mesures ont été prises, parce qu'on sait démontrer avec le carnet de commandes et les dispositions qui ont été prises, on sait démontrer que l'entreprise rebondira sans problème majeur. Voilà, et donc il va falloir crédibiliser le business plan avec une notation de crédit et il va falloir retrouver les moyens du financement dans relativement court terme. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement de l'equity parce que refinancer l'exploitation, ce n'est pas nécessairement de l'equity, mais ça, Florence en parlera mieux tout à l'heure. Merci Stéphane. Donc effectivement, tu as insisté sur un point qui me semble central dans le cadre du rebond, c'est redonner de la crédibilité à l'entreprise. Alors, redonner de la crédibilité à l'entreprise, c'est redonner de la crédibilité effectivement auprès des partenaires financiers, c'est redonner de la crédibilité au regard des fournisseurs et également conquérir de nouveaux marchés. Clairement, c'est vraiment ce à quoi nous, on s'attache à accompagner les dirigeants au travers de la notation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la notation est centrale. L'ensemble des entreprises sont confrontées à diverses notations, les notations internes des modèles bancaires, les notations des assureurs crédits, la cotation Banque de France. Mais finalement, ces notations, tout cet ensemble de notations auxquelles sont confrontés les dirigeants et qui, du coup, témoignent effectivement de certaines difficultés qui ont pu opérer au sein de l'entreprise, sont d'une part souvent pas bien expliquées et détaillées aux dirigeants, dont les dirigeants ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces systèmes de notation. Et donc, nous, en tant qu'agence de notation agréée auprès de l'autorité européenne des marchés financiers, on est clairement un tiers indépendant qui va venir apporter cet éclairage-là. Donc, effectivement, on va mettre une note sur une échelle de notation lisible de la part de l'ensemble de la place financière, puisque nous sommes sur la même échelle de notation que Standard & Poor's, qui est une échelle de notation extrêmement connue, mais également, nous allons détailler l'ensemble des points positifs et des points négatifs de l'entreprise, des fondamentaux de l'entreprise au regard de son secteur d'activité. Donc, on va évaluer le risque lié à l'activité, bien évidemment, le risque financier. Donc, le risque lié, d'abord, je vais revenir un petit peu sur le risque lié à l'activité, c'est-à-dire que justement, une entreprise qui aura eu un exercice perturbé du fait du Covid, comme le disait Stéphane, avec un carnet de commandes qui n'était pas forcément
remplie et qui a été à l'arrêt du fait de l'arrêt de l'activité liée à la crise, si elle a le carnet de commandes qui se re-remplit et qu'elle nous apporte les informations liées au carnet de commandes, liées à ce carnet de commandes qui se re-remplit, nous allons en tenir compte dans la notation. Pourquoi? Parce qu'une notation de crédit réalisée par une agence de notation, c'est une évaluation prospective, c'est-à-dire qu'on va se projeter à l'horizon de 12 mois sur ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, d'une part, ce qu'aura pu être mis en place par les professionnels du collectif RTF dans l'accompagnement de l'entreprise, mais aussi un carnet de commandes qui sera rempli avec des informations tangibles communiquées à nos analystes, on va en tenir compte dans la notation. Donc, après ce risque lié à l'activité, on va regarder bien évidemment le risque financier. Une autre part du risque qui est évaluée et qui a un poids important dans la notation des PME et des ETI, c'est l'actionnariat et la gouvernance. Pourquoi cette partie-là a un poids important dans la note? Parce qu'on sait que sur ce segment d'entreprise, la façon dont sont prises les décisions et comment c'est structuré la direction a un impact direct sur les performances de l'entreprise. Et enfin, le dernier risque évalué, ça va être le risque lié à l'environnement économique. Donc, ce rapport-là, il va permettre d'une part de comprendre comment on est perçu au moment où on nous sollicite pour la notation. Donc, ce n'est pas une notation qui va tomber à n'importe quel moment dans la vie du dirigeant, c'est une notation qui va refléter l'état de l'entreprise et ses perspectives sur un horizon à 12 mois et qui va du coup lui permettre d'avoir une argumentation d'un tiers indépendant, reconnu, validée, transparente, qui va lui permettre d'aller négocier avec ses partenaires financiers pour leur démontrer que la situation va mieux et va tendre à s'améliorer, va les aider à aller conquérir de nouveaux partenaires financiers que sont toutes les sociétés de gestion qui travaillent en dette privée et en capital investissement, parce qu'on travaille avec bon nombre d'entre elles justement pour catalyser leur prise de décision. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait une notation de crédit, ils ne vont pas faire leur analyse de risque, mais ils vont voir les points positifs et les points d'attention dans leur due diligence qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre derrière. Donc, ça va vraiment catalyser leur prise de décision. Il y a également toute une partie du rapport de notation sur où se situe l'entreprise au regard de son secteur d'activité. Donc, ça va là aussi mettre en exergue le fait que cette entreprise-là tire son épingle du jeu au sein d'un secteur d'activité. Si on reprend l'exemple de l'aéronautique, c'est un secteur qui a quand même été largement touché et qui aujourd'hui peut attirer certaines craintes quant à son rebond. Le fait de démontrer que cette entreprise-là, au regard de ce secteur d'activité sinistré, a mis des choses en place pour tirer son épingle du jeu, là aussi, c'est valorisé. Et tout ça dans un objectif de pouvoir financer son rebond et sa capacité à regagner des parts de marché. On est également sollicité, je vais en parler tout à l'heure, pour regagner la confiance au niveau des fournisseurs, parce que contrairement aux assureurs crédits qui vont avoir une vision court terme et qui vont noter les entreprises sur un horizon court terme, nous, on donne plus de perspectives et donc du coup, ça vient là aussi pondérer une vision court-termiste qui mettrait vraiment en avant les difficultés dans lesquelles se trouve encore l'entreprise, dont elle est en train de sortir, mais qui sont encore impactées. Et enfin, ça permet également d'aller conquérir de nouveaux marchés, parce que là aussi, quand on est une PME et qu'on a vécu des difficultés, ce n'est pas souvent facile d'aller se positionner sur des gros appels d'offres et d'avoir fait la démarche de transparence, de clarté et d'évaluation de son entreprise. Ça permet de démontrer qu'on sera encore là dans 2 ans et donc qu'on peut gagner de nouveaux marchés. Donc, RTF a accompagné le dirigeant dans son chemin d'amélioration. InBonis Rating en a fait le constat au travers de sa notation de crédit. Et puis maintenant, se pose la question du financement du rebond. Alors, Florence?
Peut-être juste avant d'enchaîner sur le financement, Emmanuel, est-ce que tu as un exemple concret dont tu peux nous parler, alors sans citer évidemment la société, mais de la façon dont ça a pu influer, la notation crédit a pu influer sur une société en rebond? Oui, tout à fait. Nous avons noté assez récemment une ETI, une belle ETI industrielle, toujours pareil, basée en région et du coup créatrice d'emplois pour un département du sud-ouest, qui a connu un plan de redressement il y a 2 ans, qui est en phase, qui est sorti de ce plan. Mais on sait tous que quand on a eu ce genre de difficultés, ce n'est pas des choses qui sont oubliées du jour au lendemain par les partenaires bancaires traditionnels. Et donc, cette entreprise-là qui aujourd'hui retrouve une activité normale avec des perspectives d'investissement long terme, souhaite pouvoir avoir recours au deuxième volet du dispositif de relance, que sont les prêts participatifs relance et les obligations relance, mais qui sont régis par une qualité de crédit minimale, à savoir double B- par une agence de notation ou 5+ en Banque de France. Et donc, justement, pour faire preuve de transparence et pour démontrer que l'activité de cette entreprise et que sa qualité de crédit s'était améliorée, le dirigeant a fait appel à nous et effectivement, la notation est bien conforme aux critères d'éligibilité dont va pouvoir bénéficier ce dirigeant, puisque les obligations relance sont bien là pour ça, contrairement au PGE qui était là pour pallier à des difficultés de trésorerie court terme, les obligations relance et les prêts participatifs relance sont bien là pour voir plus loin et permettre aux entreprises de financer des investissements long terme sans consommer de cash flow immédiat. Merci Emmanuel, c'est très clair. C'est très clair et ça fait une bonne transition avec le sujet du financement, justement. Donc peut-être avant de rentrer dans le détail des différents financements auxquels on peut faire appel pour l'exploitation comme pour les investissements, un très bref rappel sur la structure bilancielle du financement. Donc tout le monde connaît le financement bancaire, qui est un financement dit bas de bilan et qui souvent répond à des problématiques court terme de la société, même si on peut avoir des emprunts bancaires sur plus long terme. Je dirais qu'en général, on y fait plutôt appel pour la vie quotidienne de l'entreprise, alors à l'exception du PGE dont tu as parlé, Emmanuel, qui est venu vraiment répondre à un besoin très spécifique à un moment très précis. La particularité du bancaire, bon, tout le monde sait comment ça marche, mais c'est qu'on est en général dans un remboursement amorti. Donc, on va faire son emprunt et puis on va le rembourser de manière amortie. Donc, il va quand même peser sur les cash flows de la société, ce qui peut poser problème d'ailleurs quand on est dans une logique de rebond. Et puis, quand on monte un peu plus vers le haut de bilan, donc quand on est en haut du haut de bilan, on a le capital, évidemment, donc, auquel on peut faire appel à des financements en capital quand la société est sous-capitalisée ou quand elle a un très gros projet de croissance qu'elle ne pourra pas financer complètement en dette. Puis il y a aussi des ratios à respecter sur lesquels on pourra revenir, mais les financeurs, à un moment donné, sont quand même attentifs à la quantité de capital qui est présente dans une société. Et la crise a d'ailleurs mis en lumière une problématique française, pas forcément que française d'ailleurs, mais concernant les PME qui sont en réalité assez largement sous-capitalisées. Donc c'est un problème qu'on connaissait, ça fait des années qu'on dit que les PME sont sous-capitalisées, mais au moment de la crise, on a vu que ça pouvait avoir un impact très important. Et puis, entre le capital et le bancaire, il y a tout un panel en fait, de financement qu'on connaît moins, parce que c'est des financements qui sont vraiment encore pas assez utilisés par les PME, qui est ce qu'on appelle la dette privée. Donc, la dette privée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la mise en place d'un emprunt obligataire par la société auprès d'investisseurs. Alors, la grosse différence par rapport au bancaire, c'est qu'il n'y a pas de monopole. Donc, un emprunt obligataire, vous pouvez le faire avec des fonds, vous pouvez le faire avec des family office, vous pouvez le faire avec des particuliers, vous pouvez aussi le faire avec des banques, mais c'est plus rare sur de la PME. Et en fait, l'emprunt obligataire, sa spécificité, c'est que c'est un peu entre le bas et le haut de bilan. Vous avez de l'emprunt obligataire classique, donc dit senior, donc qui va venir en rang de remboursement juste après le bancaire. Donc là, ça prend la forme d'un emprunt qui est remboursable in fine, avec un taux. Et en général, vous payez uniquement les coupons
et vous remboursez le principal de l'emprunt à la fin de l'emprunt. Ce sont en général des durées de 5 ans. Alors parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, notamment quand on est sur de l'investissement avec des actifs lourds, on peut avoir des financements en emprunt obligataire qui vont jusqu'à 10-15 ans. Mais je dirais que la durée moyenne, notamment quand on est sur du financement de l'exploitation, c'est autour de 5 ans. Et puis après, vous avez des formes d'emprunts obligataires dits plus juniors, donc notamment avec ce qu'on appelle de la dette mezzanine. Donc mezzanine parce que entre l'emprunt et le capital, où là en général, vous avez donc c'est un emprunt obligataire, donc pareil, vous émettez des obligations, mais vous avez un mix de coupons à rembourser et avec éventuellement des options de conversion si la société n'arrive pas à rembourser. Et c'est en général des emprunts qui sont mis en place dans le cadre de sociétés plus risquées. Et les investisseurs se prémunissent en fait contre ce risque avec notamment des options de conversion. Le plan relance dont Emmanuel a parlé, donc prêt participatif et obligation relance, c'est une couche encore plus junior qui vient s'ajouter donc à la dette mezzanine. Donc ça va être entre la dette mezzanine et le capital, donc ça va être vraiment ce qu'on appelle du super junior. Et ça va être également sous forme d'emprunt obligataire d'une durée de 8 ans. Avec un remboursement soit in fine, soit amorti en fonction de si on est sur du prêt participatif ou de l'obligation relance, on pourra y revenir. Et comme disait Emmanuel, il faut que ça rentre, les CT éligibles doivent quand même remplir un certain nombre de cases sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Donc après cette longue introduction, l'idée est donc de savoir comment est-ce qu'on peut financer le rebond avec quelle typologie de financement. Donc je ne reviens pas sur le bancaire parce que Stéphane en a largement parlé. Là, la question qui peut nous intéresser, c'est comment la dette obligataire peut répondre à ces financements en phase de rebond et si elle peut le faire. Alors la réponse est oui. Nous, on a eu plusieurs cas de sociétés qui étaient en phase de rebond qu'on a pu financer avec de la dette obligataire. Donc, l'exploitation d'une part, alors l'exploitation, bon, ça prend souvent la forme de ce qu'on appelle du financement de BFR de croissance. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de problématiques à financer du BFR de croissance en bancaire. Souvent, les banques sont un peu réticentes à financer ça. Pourquoi? Parce que le BFR de croissance, ce n'est pas toujours très causé. C'est-à-dire, on sait qu'on va devoir investir, qu'on va devoir embaucher des gens, qu'on va devoir faire des dépenses marketing, mais on ne sait pas forcément exactement combien on va consacrer à quel poste. Et ce qui est intéressant dans le financement obligataire, c'est que la ligne qui vous est accordée, la ligne de financement qui vous est accordée pour un développement, donc pour du BFR de croissance. Vous indiquez évidemment globalement les sujets d'investissement que vous allez réaliser, mais les investisseurs obligataires acceptent beaucoup de souplesse en fait. Donc vous allez leur dire j'ai besoin de 3 millions d'euros parce que j'ai besoin de relancer ma croissance et donc de faire du marketing, d'embaucher. Je ne sais pas exactement sous quelle forme ça prendra, mais voilà l'idée. Et les lignes obligataires sont accordées comme ça. Donc il y a une certaine souplesse en fait dans la façon dont on va l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser n'importe comment évidemment, mais on peut très bien avoir prévu 10 embauches et finalement n'en faire que 5 parce qu'on a mis de l'argent ailleurs et puis que ça a relancé la croissance. Ça fonctionne très bien. Donc tout ce qui est financement opérationnel et BFR de croissance, que ce soit pour des sociétés en rebond ou des sociétés qui vont très bien d'ailleurs et qui ont envie de poursuivre leur croissance en faisant la croissance organique, ce sont des sujets qui sont très bien financés par la dette obligataire. Et pour les investissements, c'est la même chose. En fait, on a beaucoup de fonds qui aiment bien financer les investissements avec de la dette obligataire. Donc là, quand on est sur de l'investissement matériel, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des fonds qui financent d'une façon qui peut ressembler un peu au sell and leaseback que pourrait faire une banque. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent intervenir sur des investissements matériels sur lesquels les banques ne vont pas, notamment des investissements très lourds, des investissements qui sont compliqués à évaluer. Et donc sur lesquels le bancaire ne va pas, ou bien des investissements matériels qui ont par exemple assez peu de marché secondaire et donc qui rendent éventuellement compliqué une liquidation. Bon, il y a aujourd'hui des fonds qui sont capables de faire ça et donc de financer aussi bien l'exploitation que l'investissement en dur de sociétés, notamment industrielles, qui ont de très lourds investissements à réaliser. Donc c'est vraiment une classe d'actifs essentielle. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important
de bien préparer son dossier, parce que quand on vient face à un investisseur, évidemment, la qualité de présentation du dossier va jouer, hein. Et le fait d'être accompagné en amont, d'avoir fait le bon diagnostic, c'est pour ça que c'est très important pour moi de passer par des conseils qui vont vous aider à vous dire bah, ça, vous pouvez plutôt financer en bancaire, ça, ce serait pas mal d'étudier une solution obligataire, et ça, bah, tiens, bah, si vous faites ça et ça, ce serait peut-être pas mal de regarder comment vous pouvez renforcer votre capital. C'est très important en amont pour ne pas se tromper, en fait, hein, et pour arriver bien préparé. Et évidemment, l'analyse crédit vient renforcer tout ça, puisque comme le disait Emmanuel, on est dans le prospectif, hein, dans ces financements-là, de toutes les façons, c'est ça qui va compter énormément, beaucoup plus que le passé d'ailleurs. Et donc, ça crédibilise évidemment l'investissement et aussi la capacité de remboursement de la société, puisqu'évidemment, quand on est sur de l'obligataire, comme c'est du remboursement in fine, il est évidemment très important que les investisseurs aient confiance dans le business plan et dans le plan de développement de la société, puisque à échéance 5 ans, ils seront remboursés, mais pas avant. Et donc, c'est d'autant plus important par rapport à du financement bancaire qui est remboursé en amorti, et donc, quelque part, le risque diminue chaque année pour le banquier. Sur un prêteur obligataire, le risque, il est jusqu'au bout. D'où l'importance d'avoir un dossier qui soit convaincant et qui perçoive l'investisseur que oui, il sera bien remboursé à une échéance de 5 ans si on est sur ce type d'échéance. C'est super clair et c'est extrêmement pédagogique. Merci beaucoup, Florence. Il y a un point que je voudrais que tu précises, s'il te plaît, et j'ai une question pour toi. Le point que je voudrais que tu précises, c'est toujours dans l'esprit pédagogique de ton exposé, tu parlais de coupons tout à l'heure, et je ne suis pas certain que tout le monde sache clairement ce que c'est qu'un coupon et comment ça fonctionne. Donc peut-être que tu peux préciser ce point, et puis tout comme Emmanuel le disait juste avant, peut-être que tu peux nous parler d'un cas concret que tu aurais traité récemment. Oui, avec plaisir. Alors sur les coupons, bah, d'ailleurs, je vais préciser aussi le niveau de prix, hein, de l'obligataire, hein. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc le coupon, en fait, c'est un peu comme c'est l'équivalent, je dirais, du taux d'intérêt en bancaire. Avec une spécificité, c'est que le coupon va donc être payé alors annuellement, semestriellement, ça dépend des cas. Et donc le principal de l'opération, enfin du financement, va lui être remboursé in fine. Prenons un exemple. 3 millions d'euros, un emprunt obligataire de 3 millions d'euros qui porte un coupon à 6%, ça veut dire qu'on va donc avoir 6% de ces 3 millions qui sont payés tous les ans, et les 3 millions, eux, vont être remboursés à la fin. Pourquoi c'est très important? Parce que, évidemment, en termes de cash flow, ça n'est pas du tout la même chose que si on était sur un remboursement amorti. Et le grand avantage de l'emprunt obligataire, c'est qu'il apporte cette souplesse par rapport au cash flow de la société. L'idée, c'est de dire, vous empruntez 3 millions d'euros, vous allez pouvoir les utiliser pour développer la société. Et vous n'allez pas consacrer une partie de ces 3 millions à déjà rentrer dans un schéma de remboursement. Donc, ça laisse vraiment le temps du rebond ou le temps de la croissance, hein, en fonction de la typologie de société dans laquelle on est. Mais quand on est dans une société en rebond, le temps du rebond, évidemment, il est très, très important. Et le fait de ne pas avoir à consacrer de ressources financières au remboursement de l'emprunt obligataire pendant cette partie, c'est essentiel. Alors maintenant, si on parle de ces taux de coupons, hein, de taux d'intérêt des emprunts obligataires, ce qu'on peut constater, nous, sur la plateforme, c'est qu'on est sur des taux, sur l'obligataire sec, on est sur des taux globalement entre 6 et 8%. Et sur de l'obligataire plus risqué, donc de l'obligataire typiquement convertible, ou ce qu'on appelle de la dette mezzanine, on va plutôt être sur des coupons entre 8 et 10%. Donc vous voyez, on est sur des coupons finalement assez ramassés. Et donc c'est intéressant parce que c'est évidemment plus cher que du bancaire, mais il faut comparer ce qui est comparable. Ce que vous faites en obligataire, vous ne pouvez pas le faire en bancaire parce que vous ne pouvez pas avoir d'in fine. Et finalement, l'obligataire vient remplacer ou compléter ce que vous pourriez avoir en capital, sauf qu'évidemment, vous avez de la dilution en moins. Donc, il faut bien avoir toutes ces composantes en tête quand on réfléchit au prix de l'obligataire et pas s'arrêter à la comparaison avec le bancaire, puisque c'est évidemment pas comparable. Alors maintenant, pour vous donner quelques exemples, alors 2 exemples intéressants. Premier exemple, une société qui avait connu un LBO compliqué, LBO qui avait été fait auprès d'organismes bancaires et qui donc était complètement coupé de l'accès au financement bancaire.
Ça arrive régulièrement. Il faut savoir que ces sociétés-là continuent à avoir accès à l'emprunt obligataire. Et donc, c'est une société qui était en phase de rebond, qui avait malheureusement plus accès aux bancaires pendant un certain temps et qui a pu financer son opérationnel en réalisant un emprunt obligataire auprès d'un fonds de dette privée qui lui avait confiance, parce que le dossier avait été effectivement très bien travaillé, mais avait confiance dans le rebond de cette société et lui a consenti une ligne de 3 millions d'euros, ce qui lui a permis vraiment d'achever le rebond qui avait déjà commencé dans cette société. C'était une société dans le domaine des médias, donc on était sur une société qui n'avait pas d'actifs industriels à mettre en garantie. Enfin voilà, donc c'était assez compliqué pour elle de trouver des solutions classiques. Et en fait, l'obligataire est une bonne solution pour ce genre de société. Deuxième cas, une société plus industrielle qui était dans le domaine de l'impression, de l'imprimerie de luxe, hein, donc des choses assez compliquées. C'était une entreprise qui était entreprise du patrimoine vivant, donc vraiment une société qui réalisait des choses de grande qualité, mais qui avait connu des années compliquées et qui était en plan de sauvegarde et qui a réalisé un emprunt obligataire en utilisant ces machines d'impression qui avaient une grande valeur, mais qui étaient complexes à évaluer et puis sur lesquelles, comme la société était en plan, les banques ne souhaitaient pas forcément intervenir. Et on a trouvé une solution avec un fonds qui a fait une forme de sale and leaseback avec ses actifs industriels et qui s'en est servi, si vous voulez, de quelque part de garantie pour pouvoir mettre en place un emprunt obligataire. Et cet emprunt a permis à la société de solder son plan en fait et de repartir du coup sur une dynamique de croissance qui succédait donc à cette période de plan. Super Florence, merci beaucoup de ces témoignages. Il est 12h48, nous approchons du terme de notre réunion. Donc peut-être qu'on pourrait tendre le micro aux gens qui nous écoutent. Il y a sans doute, j'imagine, Emmanuel, plein de questions, non? Oui, tout à fait. Je vais laisser Sébastien nous les synthétiser. Oui, alors, nous avons reçu pas mal de questions. Peut-être nous pouvons commencer par une question qui fait suite à l'exposé de Florence. Y a-t-il un montant minimum pour une ligne obligataire? Alors, c'est une bonne question. Alors, en théorie, non. Donc, l'emprunt obligataire, vous pouvez. Donc, l'emprunt obligataire, c'est en fait un contrat entre la société qui va émettre l'obligation. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que seules les sociétés par action peuvent émettre des emprunts obligataires. Donc, par société par action, on entend SA, SAS, et également maintenant, depuis quelques années, les SARL, mais sous certaines conditions de taille. Donc, il faut faire attention parce que toutes les SARL ne peuvent pas émettre d'emprunt obligataire. Parenthèse refermée. Donc, à partir de là, si vous voulez, vous êtes une société en capacité d'émettre un emprunt obligataire, vous pouvez faire un emprunt obligataire de 100 000 € si vous le souhaitez. Nous, sur la plateforme, on commence à 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que comme on est une plateforme qui s'adresse aux investisseurs professionnels, donc sociétés de gestion et family office, on s'est aperçu qu'eux-mêmes avaient des tailles minimum en deçà desquelles ils ne descendaient pas. Donc 1 million d'euros, c'est vraiment la taille minimum si on veut pouvoir intéresser des professionnels. Je dirais même que, et ça moi je le regrette à titre personnel, mais il y a plutôt une montée en taille, comme il y a beaucoup d'argent dans le marché, alors c'est une bonne nouvelle parce que du coup il y a aussi de l'argent pour financer les PME, mais du coup les fonds de dette privée sont en général de taille de plus en plus importante, même quand ils veulent faire ce qu'ils appellent du small cap, donc du financement de PME. Donc des fonds qui avant descendaient jusqu'à 1 million d'euros, maintenant ont du mal à descendre en dessous de 2 millions ou 2,5 millions. Mais néanmoins, on arrive encore à trouver régulièrement des financements entre 1 et 2 millions d'euros. Voilà, donc pour répondre à la question et synthétiser ma réponse, à partir d'1 million d'euros, on peut s'adresser à des investisseurs professionnels. En dessous, rien n'empêche de mettre en place un emprunt obligataire avec, par exemple, des friends and family, des business angels. Enfin, c'est aussi des gens qui peuvent intervenir et aider une société à trouver un financement de cette taille-là. Donc, effectivement, ça, c'était une première question que nous avons reçue. Nous avons
reçu d'autres questions qui peut-être s'adressent à tous les trois. Il y a notamment une question en particulier, si le redressement ou le rebond passait par une réorientation stratégique de l'entreprise et donc qui rendrait obsolètes les informations du passé, comment est-ce que le conseil, la notation de crédit et les modes de financement peuvent s'adapter pour préserver la crédibilité de l'entreprise? Donc, comme on parle de conseil, de notation de crédit et de finance, peut-être Stéphane, vous pouvez commencer avant que Emmanuel et Florence puissent donner également leur réponse. D'abord, il faut dire qu'on n'est pas magicien. Hein. Si on n'a aucun élément, si on ne dispose d'aucun élément qui indique une perspective fondée ou raisonnable, ça devient vraiment difficile, puisque comme on l'a dit, je pense, Florence, Emmanuel et moi, le facteur de crédibilité de l'information et du plan qui va être proposé est absolument déterminant. Florence parlait de la qualité du dossier présenté aux investisseurs, Emmanuel parlait de la clarté des informations qui sous-tendent la notation de crédit. Moi, je parlais tout à l'heure de l'exactitude et de la clarté du plan qu'on va élaborer pour aller négocier avec les tierces parties. Si on n'a pas les éléments pour élaborer un plan, ça devient compliqué de pouvoir être crédible et performant. Après ça, il y a plein d'entreprises et la crise a impacté les modes opérationnels de pas mal d'entreprises, avec notamment la croissance du numérique, le développement du numérique dans les modèles de distribution. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui se sont trouvées non seulement à devoir se réorganiser, mais se réorganiser différemment de ce qu'elles étaient avant la crise, la façon de fonctionnement qu'elles avaient avant la crise. Mais là, on dispose de perspectives, on dispose d'études de marché, on dispose de tendances, on dispose de moyens, de benchmarks qui permettent de définir un objectif crédible ou un moyen crédible. Voilà, on ne peut pas réinventer une entreprise from scratch et prétendre à la financer, sauf dans les technologies de l'information et encore dans des domaines de rupture de technologies de l'information, où là, on va effectivement parier sur un secteur d'activité qui va se développer. On a vu des licornes lever des sommes, encore cette semaine d'ailleurs, de licornes françaises qui ont levé pas loin d'1 milliard. L'une d'entre elles a déjà 5 ans quand même d'existence, mais on n'est pas loin d'1 milliard sur des technologies de rupture. Voilà ce que je peux en dire. Oui, pour compléter, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Stéphane, hein, dans le cadre de la notation, effectivement, déjà, nous, en tant qu'agence de notation de crédit, on s'adresse forcément à des PME existantes qui ont minimum 3 ans d'existence. Et donc, même s'il y a une réorientation stratégique, notamment sur les éléments financiers, on va aussi se baser, bien évidemment, sur un BP qui va être expliqué pour avoir la prospective, mais sur ce qui s'est passé aussi sur les 2 derniers exercices. Ensuite, s'il y a une réorientation stratégique de l'activité, là aussi, la notation étant une analyse qualitative, on va, sur la base d'informations que l'on nous communique et sur les entretiens que l'on réalise avec les analystes, prendre en compte la crédibilité, effectivement, de cette réorientation stratégique. Et la crise a montré que certaines entreprises ont pivoté vers de nouveaux modèles, ont développé de nouvelles branches d'activité. Et là aussi, encore une fois, si cette réorientation stratégique est expliquée et cohérente, la notation en tient compte. Après, bien évidemment qu'on regardera également la capacité et c'est là aussi où le management et la direction ont un poids important, c'est-à-dire qu'on va aussi évaluer via l'expérience du dirigeant sa capacité à conduire cette réorientation stratégique. Pour finir, je dirais que la qualité et la quantité du financement qui pourront être obtenus vont découler directement de l'analyse préalable qui aura été faite, aussi bien au niveau du conseil que de la notation crédit, puisque, encore une fois, un financement obligataire, c'est à quel point les investisseurs vont croire dans le modèle de demain
Donc, les ruptures technologiques n'empêchent absolument pas, au contraire, même ça peut être… Enfin, on a souvent des sociétés qui viennent avec un besoin de financement sur une rupture technologique, ou de modèle ou autre. Et effectivement, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont c'est présenté, la façon dont ça a été travaillé, analysé. C'est ça qui va faire que les investisseurs vont croire dans la capacité de la société à développer ce nouveau modèle ou pas. Oui, alors, nous avons reçu 3 questions sur les mêmes sujets que je vais essayer de vous regrouper. Quelle serait à chacun d'entre vous votre opinion et vos recommandations pratiques si on est une entreprise qui s'interroge ou qui est dans une démarche soit des obligations relance, soit des prêts participatifs? Qui veut répondre? Emmanuel, je te laisse… D'accord. Alors, d'un point de vue, déjà, il faut savoir que ce dispositif, c'est un dispositif inédit. C'est le premier dispositif qui met autour de la table autant d'acteurs, tous les acteurs du financement, que ce soit les banques pour la partie PPR, mais qui recèdent une partie de la créance aux assureurs, qui, pour la première fois, ont alloué une masse conséquente de liquidités pour le segment des PME et des ETI. Et de l'autre côté, pour les obligations relance, tout l'univers de la dette privée et surtout du capital investissement pour pouvoir mettre en place et accompagner l'investissement à long terme des PME et des ETI. Donc, effectivement, ce dispositif qui, on ne va pas se le cacher, peine à démarrer pour différents sujets aussi, parce qu'il y a de la confusion entre… il avait été soulevé un besoin en fonds propres des entreprises. Aujourd'hui, il s'avère que ce dispositif est plutôt de la dette. Donc, ça crée pas mal de confusion. Mais en tout cas, ce dispositif a le mérite de permettre ce qu'a très bien mis en avant Florence tout à l'heure, à savoir ne pas consommer immédiatement les cash flows d'une entreprise dans un contexte d'investissement long terme. Donc, il est bien là pour permettre à des entreprises, mais alors là, attention, parce qu'on sort quand même un petit peu de notre sujet du jour, parce qu'il faut quand même que les entreprises aient une certaine qualité de crédit pour pouvoir y accéder. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit des entreprises qui aient non seulement un plan d'investissement, mais qui aient eu des impacts de la crise, mais pas trop violents non plus, parce que WB-, ça reste quand même une qualité de crédit tout à fait honorable pour les entreprises. Mais ceci dit, c'est un dispositif inédit qui permet là aussi de flécher de façon massive les capitaux privés vers le segment des PME et des ETI. Et donc, en tout cas, me concernant, je pense sincèrement que c'est un dispositif qui permet d'être le premier pied à l'étrier d'une longue chaîne de dispositifs en faveur du financement long terme et de l'investissement des PME et des ETI. Je vous laisse compléter. On va peut-être… Je t'en prie, Valérie. Pardon Stéphane, très rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, mais Emmanuel a raison, on pourrait consacrer un webinaire en fait à ce sujet. Les sociétés qui vont être éligibles, honnêtement, moi je peux que vous recommander de prendre ces dispositifs parce qu'en termes de pricing, ils sont très intéressants par rapport à au niveau junior en fait, de la dette. C'est quasiment au prix de l'obligataire sec, hein, ça va être autour de 6%. Donc voilà, les sociétés qui sont éligibles, honnêtement, moi je vous incite à faire appel à ces dispositifs. Mais effectivement, si je commence à développer, on en a pour trop longtemps. Mais en tout cas, à votre disposition si vous avez des questions plus précises. J'ajouterais juste un point, les sociétés qui sont éligibles au dispositif des obligations relance, allez-y. C'est l'argent le moins cher que vous trouverez aujourd'hui. Et avec un différé de remboursement de 8 ans, c'est fantastique, il faut y aller. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis pour autant, vu de la fenêtre de celui qui accompagne les patrons d'entreprise dans leur redressement, je suis néanmoins un petit peu déçu parce que l'idée originelle de cette histoire, c'était, comme le soulignait Emmanuel juste avant, d'apporter un moyen de refinancement des fonds propres des entreprises. Donc, tu disais, Florence, tout à l'heure, qu'en France, elles étaient de façon chronique insuffisantes. Quand on compare une PME à taille équivalente française et une PME allemande, je sais que ça irrite tout le monde de faire des comparaisons franco-allemandes, mais en l'occurrence, ça s'impose.
les capitaux propres des entreprises allemandes sont 1,5 fois ceux des entreprises françaises. Le rapport capitaux propres, dette financière sur capitaux propres est 1,5 fois plus faible en Allemagne qu'il n'est en France. Donc, en France, on développe l'activité par la dette, pas par les capitaux propres, ce qui est plutôt le cas en Allemagne par contre. Mais bref, ces outils étaient des outils de renforcement des fonds propres et visaient à refinancer par les fonds propres l'exploitation de l'entreprise. Donc, c'était des outils de redressement. Aujourd'hui, c'est pas... Voilà, ça, c'était l'idée de départ. Et le point d'arrivée, c'est que c'est un outil, c'est de la dette, voilà, et pas des fonds propres. Et ça ne sert pas à financer le redressement, ça sert à financer les CAPEX. Voilà, donc évidemment, ça adresse des entreprises qui sont des entreprises qui vont plutôt bien, enfin, en tous les cas, puisqu'ils ont un niveau de notation Banque de France satisfaisant. Et donc, c'est des entreprises qui, a priori, vont plutôt bien et qui ont besoin de continuer leur développement. C'est très bien, mais ce n'était pas l'objet de départ. Ce n'est pas l'objectif, effectivement, initial, mais ça Et vu de la tête de celui qui accompagne les entreprises en situation de redressement, j'aurais bien aimé qu'on puisse disposer effectivement d'outils de quasi-fonds propres et éventuellement, idéalement, de fonds propres. Manque de peau, ce n'est pas ça. Écoutez, on a dépassé de 2 minutes notre temps réglementaire. Donc, je vais vous proposer de vous souhaiter un très bon appétit à tous, de vous remercier à nouveau, Stéphane et Florence, pour... ça a Merci été à toi, plaisir Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous envoie très rapidement nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelconque question que ce soit. Ce sera avec un grand plaisir que nous serons à votre disposition et à votre écoute. Merci à tous et bon appétit. Au revoir. Bientôt. Merci. Au revoir.